Nous revoici en direct sur Zoom Invest, deuxième partie de notre table ronde. On vient de finir une table ronde avec des invités, mais alors ô combien de qualités qui nous ont bien exposé le positionnement des small et mid cap dans le contexte actuel. Et c'est vraiment pas évident au départ. Et moi personnellement, je suis assez rassuré par l'approche très très produit, mais très raisonnée de cette classe d'actifs qui évidemment souvent ne mérite pas ce qui lui arrive lorsque les marchés se contractent parce que finalement il y a sans doute vraiment une décorrélation à avoir. On va attaquer maintenant une table ronde thématique. Alors la table ronde thématique, ça peut être l'arlésienne, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres comme disait l'autre, mais on va essayer de vous apporter des éléments concrets et différenciants. Aujourd'hui, messieurs, bonjour. Je reçois Alexis Bossard, qui est gérant de fonds actions chez CMCIC. Bonjour Alexis. Thibaut Prévet, qui est le directeur général adjoint chez Financière Arbevel. Et Zerid Osmani, alors attention à mon anglais, qui est Head of Global Equities chez Martine Curie. Messieurs, comment allez-vous? Parfait, Très merci. bien, Bonjour merci. Stéphane. Bien. Je me suis dit, mince, ils ne sont pas connectés. Je vais devoir faire la deuxième table ronde tout seul. Alors, pour gagner du temps, parce qu'on se l'est dit, vous avez peut-être suivi la première table ronde, on ne peut pas échapper aux petites questions contexte, résultats trimestriels, politique bancaire, politique des banques centrales, plan de relance, pas plan de relance. Avant d'entrer dans le détail de vos approches respectives en matière de gestion thématique, est-ce que vous pouvez nous resituer rapidement le contexte macroéconomique dans lequel vous devez évoluer, hein, c'est pas la peine de nous faire un cours global, et finalement pourquoi la gestion thématique ou les thématiques ont du sens, sans rentrer particulièrement dans le détail, mais pourquoi dans tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas très simple et à la fois pas très compliqué, pouvez-vous nous situer finalement la classe d'actifs sur laquelle vous bossez? Je vais lancer Thibaut, tiens, parce que j'ai envie de l'envoyer directement au casse-pipe, Waouh, casse-pipe au charbon, on va dire. Merci beaucoup Stéphane. au charbon. La lecture qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est en train de basculer d'un monde conjoncturel vers un monde structurel. C'est-à-dire que on a eu une année en fait de gestion de crise avec beaucoup de problèmes à régler. Aujourd'hui, on est en train de basculer au contraire vers une situation dans laquelle on est en train de dire vers quoi on sort. Quels sont les changements? Qu'est-ce que cette crise au final aura changé? Alors, quand on regarde le contexte avant, on était dans un monde qui avait une faible croissance, une consommation qui était assez faible, hein, avec ce fond de baisse de la natalité dans les pays développés qui venait à la fois limiter la consommation, à la fois limiter également la main-d'œuvre disponible. Et puis avec cette émergence d'une population retraitée riche. Et donc c'était ça le contexte. Aujourd'hui, on sort avec un contexte transformé et quelques nouveautés. Des nouveautés dans les changements dans la gestion des loisirs. Pensez à des sujets, le jeu vidéo, tous ces abonnements digitaux, des changements dans le monde du travail. Je serais ravi d'être en train d'échanger macroéconomie autour d'un bon repas avec certains d'entre vous. À la place, je fais une énième conférence dans ma chambre. Donc ça, c'est quand même des changements qui vont peut-être pas durer, mais qui vont garder des traces dans le monde d'après. Et puis des changements dans le mode de consommation, entre ceux qui sont dans le tout Amazon, ceux qui au contraire défendent maintenant une frugalité et plus de seconde main. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on va ressortir et comment on va s'adapter dans un monde avec une main-d'œuvre qui est limitée et qui n'est pas forcément adaptée. Alors, la vision claire, elle est simple. Dans un monde sans croissance, il faut aller vers ce qui va bénéficier des mouvements en cours et des mutations fortes qu'on est en train d'évoquer et qui vont avoir des périodes de forte croissance, voire d'hypercroissance. Dans le même temps, on a des thématiques qui souffrent, qui sont tout le temps challengées. Et c'est vrai que nous, notre lecture est que il vaut mieux essayer d'aller se battre sur les choses qui sont en train de vraiment d'émerger plutôt que d'aller sur le reste. Et puis, un contexte renforcé dans lequel on a historiquement une inflation qui est extrêmement faible, qui n'arrêtait pas de baisser. Et donc le débat maintenant structurel, qui va entraîner une joyeuse cacophonie, hein, des banquiers centraux qui ont des avis qui divergent, contrairement à la manière de gérer la crise de l'année passée, et qui va être assez simple. Comment on fait évoluer la politique monétaire et que donne l'inflation? Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de retournements en cours. Les facteurs historiques de baisse d'inflation étaient la technologie. Ça, c'est quelque chose qui va durer, c'est évident. C'était aussi la baisse de la natalité. Ça va durer, mais aujourd'hui, avec quand même un peu d'inflation salariale qui va commencer à venir compenser les choses, avec une volonté tout le temps d'exporter vers la Chine, ce qui faisait baisser les coûts de production et les prix. Ça, c'est peut-être quelque chose qui se calme un peu aussi, compte tenu des volontés stratégiques, hein, de beaucoup de pays. On a encore eu l'initiative de l'Europe de produire 2 fois plus de semi-conducteurs en Europe dans les années à venir. Et donc tout ça nous dit que on va avoir une inflation un peu plus forte dans les années à venir, mais pas excessive, compte tenu des tendances de long terme qui restent. Et dans ce cadre-là, le principal challenge va être, un, comment on produit plus et mieux
avec moins de main-d'œuvre disponible, et deux, comment on garde une planète à flot et on s'occupe de ses retraités. Autant de thématiques fortes auxquelles on croit chez Financière Arbevel et qui véhiculent un paysage où investir de manière générale sur les indices nous semble avoir peu de potentiel, alors que aller chercher des éléments plus ciblés nous semble une bonne optique pour les années à venir. Donc si je comprends bien, on est d'accord Thibault, l'idée quand même du premier message que tu passes, mais je pense que tes co-débatteurs seront assez d'accord, la gestion thématique pourrait souffrir un petit peu là s'il y a des corrections, j'ai envie de dire, de flux ou même des mauvaises nouvelles, mais on est quand même sur une gestion vraiment long-termiste. J'ai peur que de temps en temps, quand on en discute entre CGP, on perde ça. La gestion thématique, c'est Ouais, pas simplement le thème du moment, c'est quand même souvent des thèmes à long terme qui ont une vraie profondeur de marché et de réflexion. Est-ce que c'est un peu ça que tu la gestion commences à un peu thématique, à nous dire? c'est parfaitement ça. C'est faire preuve d'humilité. Accepter le fait qu'on ne saura pas parier les mouvements de marché, qu'on ne saura pas investir sur 3 mois. Chez Financière à Bevel, on l'a jamais su. Mais la conviction que sur les années à venir, il y a des boulevards sur certains thèmes et qu'on peut les jouer de manière très sereine. On reviendra dessus plus tard avec en plus des éléments de marché qui sont Ok. attractifs. Donc tout à fait, une vision de long terme est pour nous la seule manière d'investir de manière raisonnable aujourd'hui. Zérid, qu'est-ce que tu peux nous donner, toi, comme vision par rapport à l'approche pardonne-moi, tu es l'anglo-saxon de la discussion. Est-ce que pour autant ça change quelque chose à ta vision de la thématique? Alors je sais, et je suis obligé de le faire, je te l'ai fait la dernière fois, mais je vais la refaire parce qu'on est en direct. Évidemment, personne ne t'en voudra, mais on n'oublie pas que ce monsieur a les pubs qui sont ouverts là où il vit. Donc déjà, il a une chance folle. Donc maintenant, il va falloir que tu nous convaincs que tu as d'autres qualités que de vivre à Londres. Alors, je suis français ayant vécu en Grande-Bretagne pendant plus de 25 ans maintenant, donc excusez-moi de mon franglais à tout le monde, à toute l'audience. Pour nous, le contexte macroéconomique, bon, déjà, pour revenir en arrière un petit peu, crise d'envergure au niveau macroéconomique l'année dernière avec une crise pandémique, un choc exogène très important et des réponses fiscales colossales depuis, avec 15% du PIB global qui a été ciblé au niveau stimuli fiscaux et qui continue d'augmenter, notamment avec l'annonce récente de l'administration de Biden aux États-Unis, qui rajoute encore 2,3 trilliards de dollars de, de, de stimuli sur l'infrastructure et qui, en gros, a le potentiel, sur les 8 ans de ce programme, d'augmenter le PIB ou la croissance du PIB de 1 point de pourcentage par an si vous le prenez à sa valeur première et si vous l'extrapolez sur 8 ans de manière égale. Euh, donc, un momentum très fort au niveau économique. On pense que la conclusion vraiment de tout ce stimuli, c'est que on est en face d'un cycle industriel cyclique qui va être prolongé à cause de ces stimuli fiscaux qui vont notamment être déployés sur l'infrastructure qui, bien sûr, est une tendance à long terme. Donc, du coup, les thématiques à long terme sont très attrayantes pour les investisseurs d'après nous. Euh, Ok. et là où il faut se pencher, c'est vont être, où vont être ces stimuli. Donc, on a 5 points importants sur l'infrastructure. Le premier, c'est l'énergie renouvelable, parce que beaucoup de ces gouvernements se concentrent sur décarboniser leurs économies. La transportation électrique, notamment les chemins de fer à grande vitesse et les autos électriques. La robotique et l'automation, parce qu'on pense que ça va être une tendance structurelle qui va s'accélérer, notamment parce que les entreprises ont compris avec cette crise pandémique qu'ils doivent faire que leur chaîne de production et leurs fournisseurs soient plus résilients. Donc, il y aurait une augmentation des investissements dans la robotique et l'automation. Le 5G au niveau de téléphonie, qui est une manière d'augmenter la productivité de chaque économie, qui va être un petit peu une course concurrentielle à travers les différentes géographies. Et finalement, l'infrastructure médicale, parce que chaque gouvernement, en sortie de cette crise pandémique, va vouloir augmenter les investissements dans cette infrastructure médicale pour assurer que cette infrastructure
soient renouvelés et digitalisés notamment. Donc des points thématiques très intéressants pour les investisseurs qui sont structurels, qui étaient déjà présents pour certaines d'entre elles ou qui sont nouvelles, mais qui s'accélèrent depuis cette crise pandémique. Donc, c'est le contexte macroéconomique sur lequel on se penche. Voilà, garde ça en tête parce que je reviendrai un petit peu sur cette approche globale parce qu'on comprend bien que tu as une approche tendancielle sans fermer la porte ou sans, entre guillemets, valoriser ou privilégier l'un ou l'autre type de thématique. Alexis, pour revenir sur quelque chose d'assez large, voilà, quelle est toi ta vision du contexte actuel et comment toi qui gère et travaille profondément sur ces thématiques dont beaucoup disent qu'on arrive un peu au bout du truc, certaines en tout cas, voire même sont déjà un peu pénalisées par les marchés. Comment tu peux exprimer, toi, ton avis sur tout ça et comment tu positionnes tes allocations et ta réflexion? Alors pour la macro, personne n'a le don de prévoyance, mais vis-à-vis de la bourse, on a tous un point commun, généralement, c'est qu'on essaye d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. Et c'est vrai que naturellement, quand les marchés aujourd'hui sont au plus haut, avec un CAC 40 qui va flirter avec les 6400 points, il est difficile de rester zen et de ne pas forcément penser à la prochaine correction de marché. Et finalement, ça va rejoindre ce que disaient justement Thibaut et Zérid, c'est que grâce à la gestion thématique, on va s'affranchir du court terme. La gestion thématique nous permet finalement de se projeter sur le long terme et d'investir dans des entreprises qui elles-mêmes vont être exposées ou vont bénéficier de tendances structurelles qui vont être là pour les 5 ou même les 10 prochaines années. Et alors, pour ce qui est de ma part, il y a une thématique qui me plaît particulièrement et sur laquelle on est exposé, c'est la thématique de l'immobilier et des foncières cotées. Alors là, Ok. c'est une thématique sectorielle, c'est ultra concret. On parle de sociétés finalement qui détiennent des actifs tangibles. Et non seulement donc, ces actifs physiquement, ils seront toujours là dans 10 ans, mais également ils répondent à des besoins fondamentaux. Par exemple, dans 10 ans, on aura toujours besoin de se loger, on aura toujours besoin d'hôpitaux pour se faire soigner, et on aura toujours besoin de bureaux pour se réunir, même si ça ne sera peut-être que 2 ou 3 jours par semaine. Et Donc, c'est donc finalement c'est ça toi, qui est intéressant, c'est que sur toi, les tu es 10 prochaines années, on a cette visibilité grâce à cette thématique de l'immobilier. Toi, Alexis, ça veut dire que donc, en gros, dans le savoir-faire, alors peut-être le tien et puis celui que tu nous présentes aujourd'hui, tu as quelque part un peu européanisé, voire francisé complètement ton approche, parce que là, on parle quoi? On parle de s'approcher de foncières cotées, mais qui peuvent être internationales ou simplement foncières cotées françaises? Non, Parce qu'évidemment, international, il y a des effectivement. disparités. Ah, internationales quand même, d'accord. Non, non, on a un biais souvent, et quand on pense pierre-papier, on a souvent un biais qui est lié au marché français et souvent à l'immobilier de commerce, à l'immobilier de bureau. Pour autant, non, on pense à des foncières qui peuvent être exposées aussi bien à la Norvège, aussi bien en Suisse ou même aux États-Unis. On est sur un univers qui peut être beaucoup plus large que uniquement le marché français. Bah, justement, une fois qu'on a posé ces éléments contextuels et macro, bon, et que vous êtes déjà un peu rentré dans le détail, et je comprends et je vois venir un peu les stratégies réelles que vous défendez. Est-ce que vous pouvez nous exposer une vision plus, bah, justement, plus stratégique et nous donner clairement les thèmes? Alors, je fais semblant de lancer le truc parce que je les connais, on en a parlé ensemble. Quels sont les thèmes qu'on privilégie? Donc, Alexis, bah, je rebondis, pardon, hein, c'est toi qui gardes la parole. Bon, bah, si j'ai bien compris, on parle foncière cotée. D'accord? Mais ça veut dire quoi quand on parle de la thématique foncière cotée et a fortiori quand on en parle au SEMS, c'est quoi votre spécificité? C'est quel type d'immobilier que vous visez? Quelle typologie de portefeuille il faut avoir si on est un CGP raisonnable qui travaille avec toi? Question difficile, mais non, alors, pour ce qui est de la thématique de l'immobilier et de l'immobilier coté, il y a trois raisons qui nous amènent finalement à nous y intéresser. La première, c'est le caractère un peu transverse de cette thématique immobilière. Donc ça fera le lien avec un peu ce dont on parlait Thibaut et Zérid, mais l'immobilier, ce n'est pas forcément uniquement un secteur has-been de la vieille économie qui serait composé, comme on le disait, uniquement de commerce ou de bureaux sur un marché français. L'immobilier, c'est très vaste, c'est un secteur effectivement qui est défensif, puisqu'on investit sur des sociétés qui détiennent des actifs et qui donc perçoivent des loyers, mais on parle généralement de quelque chose de beaucoup plus riche. On a l'hôtellerie, on peut avoir des garde-meubles, des entrepôts, des résidences étudiantes. Finalement, c'est un univers qui est très large et on est surtout sur un secteur qui évolue aussi avec les besoins et avec les usages. Et c'est pourquoi, et aujourd'hui, qui connaît certaines disruptions également. Donc, on le retrouve également dans d'autres thématiques. Je pense par exemple à l'environnement.
on a effectivement toute la question autour de l'efficience énergétique des bâtiments. On peut avoir la thématique de la digitalisation à travers la croissance des data centers, ou encore on peut avoir finalement le phénomène d'urbanisation qui pourrait être justement lié à la promotion résidentielle. Une deuxième raison de s'intéresser à l'immobilier coté, alors souvent, et tu le mentionnais, on a intuitivement, on pense pierre papier, SCPI ou PCI. Là, l'immobilier coté, on est sur un excellent support finalement de diversification qui est justement complémentaire et qui apporte généralement la liquidité et surtout de la performance sur le long terme. Et enfin, la troisième raison de s'intéresser aux foncières cotées, elle n'est pas des moindres. C'est vraiment concret, c'est l'actuelle valorisation qui nous paraît extrêmement attractive. Il faut dire qu'effectivement, contrairement peut-être à d'autres thématiques qui seraient peut-être plus sexy ou plus à la mode dont tu parlais, le secteur n'a pas forcément connu une très bonne année en 2020, ça a plutôt été compliqué, mais ça ne justifie pour nous en aucun cas l'actuelle décote, on est à peu près à plus de 10% par rapport à la valeur des actifs sous-jacents. Et comme on le disait tout à l'heure, il est très difficile finalement de prendre des biais directionnels. Le marché exagère toujours généralement à la hausse comme à la baisse. Et pour nous, ça crée finalement des opportunités. Et là, clairement, on peut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités au sein du secteur des foncières cotées. Merci Alexis. Thibaut, évidemment, bon, Alexis, on en a parlé un petit peu dans l'immobilier, même si je suis moi issu plutôt de l'immobilier. Donc je continue à dire que l'immobilier est quand même un métier qui est résilient, innovant, voire disruptif. Tu parlais, toi, tout à l'heure de disruption. Je sais que c'est un sujet qui est important chez vous. Est-ce que c'est finalement toujours la disruption qu'il faut viser comme thème et surtout avec Marchéo ou avec justement les valeurs techno actuelles qui sont un petit peu malmenées, celles qui vont rentrer dans peut-être les disruptifs, les digitales. Voilà, quel est ton point de vue? Quelle est ta méthode pour finalement quand même aller chercher de perf à long terme et une vision intéressante pour nos clients? Ouais, je ne veux pas forcément rentrer à ce stade, on en parlera peut-être un peu plus tard sur les sujets de valorisation, parce que c'est un sujet dont on veut parler beaucoup. Je rappellerai juste qu'en 2012, tout le monde disait qu'il fallait faire des valeurs, on va dire classiques, puisque le Nasdaq était au plus haut historique. Et depuis, il a triplé, alors que les autres valeurs n'ont pas forcément fait grand-chose. Donc, c'est vrai que quand on investit sur des durées longues, le niveau de valorisation sur lequel on est très confortable, hein, sur les valeurs innovantes européennes, n'est pas du tout un problème. Il faut évidemment éviter les bulles, mais on en est très loin. Le premier sujet, c'est qu'est-ce que c'est que la disruption? C'est un terme qui a été extrêmement galvaudé, c'est-à-dire que tout le monde nous parle tout le temps de la disruption en disant voilà, ça c'est disruptif, de la même manière que tout le monde dit ça c'est vert, et ça ne veut pas toujours dire grand-chose. Donc est-ce qu'aujourd'hui la disruption c'est d'avoir un slip connecté? Est-ce que c'est d'avoir une machine à plier le linge? Est-ce que c'est d'acheter des bitcoins alors que la technologie blockchain est quelque chose dont on parle moins, un peu comme la réalité virtuelle, alors qu'au contraire, tout le monde parle du bitcoin? C'est une question qui est complexe. Notre réponse aujourd'hui, elle est double. Le premier élément de voir la disruption, c'est ce qu'on appelle les changements d'usage, qui créent des zones de croissance. C'est-à-dire qu'on modifie notre comportement et ça crée de nouvelles opportunités pour des sociétés pendant que d'autres disparaissent. Et ça, c'est quelque chose qui est pour nous la première définition. Et là-dessus, ce qui est important à comprendre, c'est que ce n'est pas forcément technologique. Quand Amazon modifie totalement la manière de consommer et d'acheter, avec certains qui adorent, d'autres au contraire qui ne veulent jamais y toucher, bah, c'est également tout le paysage logistique des pays qui vient être modifié. C'est par exemple des thématiques concrètes comme des évolutions en termes de chariots élévateurs. Donc ça veut dire que c'est des réactions en chaîne qui créent de nouvelles sources de croissance. À côté de ça, on a bien évidemment des sujets et des zones qui sont des zones de technologie, que ce soit dans la production d'éléments technologiques, c'est-à-dire l'industrie 4.0, la robotique, que ce soit dans le digital, avec de plus en plus de contenu digital. On a parlé des thèmes type loisirs, jeux vidéo, les logiciels tout simplement. Et puis, bah, évidemment, ce qu'on appelle les enablers, c'est-à-dire que c'est super d'avoir des logiciels, mais à un moment, il va quand même falloir des ordinateurs, des téléphones et des tablettes pour pouvoir en profiter. Avec une question en fond, qui est la même pour tous, c'est comment s'adapter à la mutation du marché de l'emploi et à la pénurie de main-d'œuvre pour être capable de produire de manière plus efficace, de répondre aux nouveaux usages et donc de manière différente, et puis de manière plus digitale. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui est un vrai challenge pour nos métiers. C'est un vrai challenge pour deux raisons. La première, c'est que on a un moule d'analyse qui existe, dans lequel on voit des sociétés qui ont 2 de croissance à l'infini. Et quand il faut travailler sur des sociétés qui parfois ont un potentiel qui est énorme, eh bien, ça va demander de sortir de son cadre de confort. Quand aujourd'hui vous faites des modèles sur HelloFresh, qui est une société qu'on aime beaucoup dans la livraison de courses, bah, quand vous devez mettre l'année dernière dans des modèles 100 de croissance, puis pour cette année encore 45, c'est difficile à faire. On sort de sa zone de confort parce que si on se trompe pas d'1 ou 2%. Et puis le deuxième point,
c'est qu'il faut de la compétence. Nous, c'est une thématique, on en reparlera, qu'on joue depuis la reprise de la société dès 2009. Quand vous voulez travailler sur des secteurs technologiques, on va peut-être plutôt détailler dans votre troisième partie de cette table ronde, eh bien, il faut des gens qui sont spécialistes et qui connaissent. Et on ne peut pas dire on est deux et on fait la disruption parce que sinon on interviewe des gens et on ne comprend rien de ce qu'ils nous disent. Et puis enfin, pour ouvrir le débat, d'autres thématiques intéressantes dans ce qu'on a évoqué, évidemment les valeurs vertes qui sont une grosse conviction de Financière à Bevel, et également la santé, qui est quelque chose de très important avec une population qui vieillit. J'en parle pourquoi? Parce que le lien entre toutes ces thématiques est assez ténu. Aujourd'hui, une société très digitale comme Dassault Systèmes va beaucoup vers la santé, ce qui lui ouvre de nouvelles portes. Donc des thématiques qui s'entrechoquent, mais pour nous, une lecture du digital qui est toujours aussi sexy et attirante pour les années à venir, indépendamment des niveaux de valorisation avec lesquels on est par ailleurs confortable. Merci Thibaut, il faut qu'on fasse attention au temps parce que je voudrais garder quand même 2 minutes chacun sur la fin pour justement aller dans le sens de ce que tu disais sur une valeur ou un fonds bien précis. Zérid, finalement, là, cette question, elle coule de source pour toi parce que comme naturellement, vous avez plutôt une approche, telle que je l'ai compris, plutôt sur les tendances et les méga tendances, finalement, tu vas dire match nul entre la foncière cotée et la disruption, où déjà on sentait qu'il y avait des grandes transversalités, tu vas nous confirmer que finalement, il y a toujours des transversalités dans n'importe quel thème. Tout à fait, Stéphane. On a mis en place une analyse structurée sur les tendances à long terme, donc en tant qu'investisseur à long terme, vraiment se pencher sur l'avenir très lointain. Donc on a 3 méga trends qu'on a identifiés qui sont premièrement les changements démographiques, deuxièmement le futur de la technologie à travers toute l'économie globalement, et troisièmement, la rarification des ressources ou des denrées. Et Stéphane, on se retrouvera dans 10 ans sur cette plateforme. On parlera toujours et encore de ces 3 mégatrends. Certains thèmes dans ces 3 mégatrends auront changé. Mais structurellement, ces 3 mégatrends sont des mégatrends à long terme. Les thématiques à travers celles-ci sont très intéressantes, même à moyen terme. Sur les rarification des denrées, ce n'est pas que les denrées naturelles. Les denrées physiques sont aussi quelque chose qui a une pénurie. Comme l'a dit Alexis sur l'immobilier. Donc tout ce qui est infrastructure, dont immobilier, fait partie de cette méga-trend. L'éducation est une sorte de denrée qui se raréfie. Donc tout ce qui est accès à l'éducation, accès au capital, donc lending et investissement, font partie de ceci. Même le capital humain est une sorte de rarification de denrées. Donc la robotique et l'automation fait partie de cette méga trend qu'est la rarification des denrées. Donc à travers cette structure de 3 méga trends, on peut ensuite identifier les thématiques intéressantes, les thématiques où il y a des disrupteurs qui vont avoir des potentiels de croissance explosive, comme Thibaut l'a mentionné d'ailleurs, et aussi les boîtes qui sont déjà bien établies et qui continuent à innover pour se défendre de ces tendances disruptives qui sont omniprésentes. Donc ça, c'est important. Le point que j'avais mis en avant au niveau des 5 opportunités à moyen terme sur l'infrastructure font partie de ces 3 mégatrends. À l'intersection de chacune de ces mégatrends, il y a des thématiques encore plus intéressantes. Donc, si vous regardez l'intersection de la future de la technologie et des changements démographiques, tout ce qui est futur de la santé, au niveau de digitalisation de la santé, génomique en particulier, ou santé à distance, sont des points très attrayants pour nous. À l'intersection du futur de la technologie et des ramifications des denrées, il y a ce qu'on appelle les solutions climatiques, qui sont à nouveau très intéressantes. Et à l'intersection de la démographie et des denrées qui se raréfient, il y a Food and Water Solutions, donc alimentaire, eau, au niveau solutions, ou des opportunités d'amélioration de la société. Donc, vraiment des points très intéressants. Et j'en conclus, Stéphane, à travers 3 points importants.
le futur de la technologie, c'est vraiment la décarbonisation. La raréfaction des denrées, c'est vraiment changement climatique. Et les changements démographiques, à long terme, c'est sustainable living. L'important, c'est d'être long terme en tant qu'investisseur. Sur 12 mois, c'est très difficile vraiment de faire une prévision qui va être fiable. Alors qu'à long terme, on a plus de potentiel d'avoir des prévisions fiables au niveau cash flow et donc valorisation des compagnies dans lesquelles on est investi. Le deuxième point à mettre en avant, c'est valorisation. Il faut être toujours et encore en tant qu'investisseur structuré et systématique au niveau de la valorisation pour éviter les bulles. Et en ce moment, il y a des parties du marché où il y a des bulles, où on ne peut pas comprendre les valorisations. Donc l'importance d'avoir une structure très systématique. Donc pour nous, je dirais, le point intéressant, c'est vraiment d'investir de la manière dont on investit dans nos fonds. On est concentré sur 20 à 30 meilleures valeurs qu'on trouve, que ce soit en global, en européen ou aux US, suivant les fonds qu'on gère, et vraiment de nous concentrer sur ces perspectives structurelles à long terme et de mettre l'actif de nos investisseurs dans des boîtes qui sont sous-valorisées, qui ont un potentiel de croissance attrayant, avec des potentiels de rendement attrayants, et que le marché, comme je dis, n'a pas valorisé. Je pense que vous m'entendez? Ouais, on t'entend maintenant. Bon, formidable. Merci beaucoup, Zérid, d'avoir pris la main, parce que je vous entendais, moi. Alexis, évidemment, on va sur le fond foncière cotée. Qu'est-ce que tu peux nous en dire en termes de caractéristiques rapides? Parce qu'évidemment, à cause de moi, on dépasse largement l'heure. Alors, c'est vrai que pour le fonds CMAM, juste pour rappeler, on est sur une performance annualisée à peu près de 8% par an sur les 10 dernières années. Et le fonds se compose, on va dire, de trois grandes thématiques. Les deux premières, c'était les thématiques qui étaient déjà existantes par le passé. La première est liée au résidentiel allemand et scandinave, avec entre autres une valeur comme Vonovia. On est vraiment sur le segment le plus défensif par excellence au sein de l'immobilier. La deuxième poche était plutôt liée à la logistique, avec les gagnants donc du e-commerce et sur la bataille donc, du dernier kilomètre. On avait parlé la dernière fois donc, de Cigro. Cette fois-ci, j'aurais voulu parler peut-être de la valeur VGP, une valeur belge exposée à cette thématique-là. Et la troisième poche est un peu plus récente et un peu plus controversée. C'est suite finalement à la crise du Covid. Ça concerne finalement les actifs de bureau. Il y a à peu près un an, on avait finalement tous ces inquiétudes sur la pérennité des bureaux après la généralisation justement du télétravail suite à la crise du Covid. Et aujourd'hui, on peut se poser des questions à la fois sur les conséquences macro et effectivement sur les conséquences de cette généralisation du télétravail sur la demande locative. Pour autant, si je dois avoir une conviction, ce serait que les bureaux ne sont pas morts. Il y aura certainement une polarisation du marché, avec peut-être d'un côté des actifs prime bien desservis par les transports en commun, des actifs finalement de qualité d'un point de vue de l'efficience énergétique, qui vont continuer d'être recherchés. Je pense entre autres à une foncière comme Gessina, et à l'inverse des actifs peut-être plus excentrés, parfois obsolètes, qui pourront peut-être voir leur taux de vacances progresser. Donc c'est un petit peu cette troisième poche sur laquelle on a un petit peu changé notre allocation et qui me paraît un point intéressant pour 2021. Ça va forcément appeler des arbitrages, on est d'accord? Alors, pour la plupart ont déjà été faits. Très bien. Bon, ben, non, mais c'est bien, c'est important de le dire, parce que si tu te dis, voilà, il y a des actifs qui sont peut-être à regarder avec moins de passion, bah, c'est bien si déjà vous avez initié ça, parce que ça veut dire qu'on part sur un nouveau cycle après une crise. Hein. Bon, alors on finit évidemment, bon, le meilleur pour la fin, parce qu'évidemment c'est le dernier, donc je suis obligé de dire que c'est le meilleur pour la fin. Thibaut, qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce que la disruption, est-ce que le thème de la disruption, qui est un thème dont on vient juste d'entendre parler, hein, on n'en avait jamais entendu parler, il y a encore du sens, et comment on l'aborde aujourd'hui, sachant que franchement, les valeurs techno, les valeurs qui ont vraiment surperformé sur les 18 derniers mois, elles sont peut-être moins à l'aise dans le contexte.
Oui, absolument. Mais le contexte change vite alors que les performances se construisent dans la durée. Aujourd'hui, la question à laquelle on a souhaité répondre avec ce fonds Plus-Valca Disruptive Opportunities est finalement simple. Comment investir sur la part européenne d'un portefeuille? Tout le monde a beaucoup d'idées sur les émergents. Il y a beaucoup de choses très excitantes à faire. Vous en avez déjà parlé. Aux États-Unis, l'innovation et la mobilité, la réactivité du pays créent beaucoup d'opportunités. Quand on arrive sur l'Europe, on est souvent prisonnier de gestion passive de plus en plus à la mode qui nous amène sur des secteurs qui sont pas très intéressants et donc qui donnent pas forcément toujours envie. Il y a un biais petite et moyenne valeur de votre table ronde qui a remarquablement montré l'intérêt, mais on a une zone qui manque de croissance structurelle. Et nous, notre objectif était de remettre cette croissance structurelle avec notre fonds Plus-Valca Disruptive Opportunities, qui a le label ISR et qui est PEable, en allant justement chercher les zones de croissance au sein de cet univers européen qui peut être un peu morne, et du coup que l'allocation européenne du portefeuille ne soit pas quelque chose qui est fait par défaut, mais quelque chose de véritablement excitant, parce qu'il nous reste beaucoup de champions européens qui ont le gros avantage d'être très peu chers par rapport aux Américains, et donc de nous fournir un confort de valorisation qui est aujourd'hui très élevé. Alors un biais sur des secteurs de forte croissance, le plus évident peut-être c'est les semi-conducteurs, qui ont l'avantage, un, d'avoir un côté technologique, mais de deux, être complètement présents également dans cette rotation cyclique, puisqu'on a des besoins de semi-conducteurs énormes. Dans les 10 plus gros poids de notre portefeuille, vous trouverez des sociétés comme les néerlandaises ASM ou ASMI ou encore le champion ST Microelectronics. Un biais fort aussi sur le paiement, avec toutes les révolutions du paiement liées à nos changements d'usage et des acteurs comme Edenred ou Worldline qui sont bien positionnés pour en parler. Et puis enfin, une thématique forte sur le jeu vidéo et qui m'est particulièrement cher. Et puis les accessoires avec des sociétés comme Logitech qui profitent également de ces mouvements. Évidemment, une équipe multiculturelle avec une bonne capacité d'analyse, mais ce que je mets en avant également, c'est aujourd'hui l'intérêt d'un point d'entrée qui est attractif parce que et on a un risque aujourd'hui, c'est d'avoir peur de l'inflation et donc d'avoir peur de ces sociétés qui sont pas si chères que ça, même si aux États-Unis c'est le cas, et de finir par vendre des portefeuilles de sociétés qui sont pas du tout impactées par ces hausses de matières premières et qui sortent des résultats très impressionnants pour aller vers des sociétés qui sont peut-être moins chères, mais qui elles sont durement impactées. Et donc notre lecture aujourd'hui, c'est plutôt que jouer le marché, jouer la tendance. La tendance, c'est toujours beaucoup d'innovation, des valeurs qui profitent très bien, qui sont très poussées également d'un point de vue microéconomique, et donc des opportunités sur les années à venir qui nous semblent totalement évidentes. Donc un bon moment pour ceux qui ont raté peut-être ce point d'entrée qu'on a pu avoir l'année dernière, pour revenir sur cette thématique qui, depuis sa mise en place chez Financière Arbevel dans ce fonds en 2016, et plus généralement dans l'ensemble de nos fonds, en dehors des sujets totalement spécifiques, a prouvé dans la durée une capacité à performer bien au-dessus du marché. Merci beaucoup Thibaut pour l'énergie pour finir cette table ronde. Bah, le temps est passé extrêmement vite parce qu'on a à nouveau dépassé les 30 minutes prévues qu'on avait déjà dépassées lors de la précédente table ronde. Moi, je fais un résumé. Alors le résumé que j'imagine être celui que la grande majorité de mes confrères qui vous ont écouté doit faire. La thématique a évidemment du sens. La thématique est évidemment une approche de gestion qu'on doit prendre. En tout cas, je le conseille et je pense que c'est ce que vous nous avez passé comme message plutôt à moyen long terme, parce que beaucoup des thématiques que vous avez abordées sont des thématiques qui ont besoin de temps pour se réaliser, s'arbitrer, se développer et finalement profiter des opportunités de marché dans un cas comme dans un autre. Je vous remercie tous les trois vraiment d'avoir pris le temps de participer à cette table ronde, d'avoir fait preuve de pédagogie, d'analyse et évidemment aussi de concret et d'énergie. Nous retrouvons évidemment toutes vos équipes de sales juste après, avec les numéros de téléphone, les mails, vous allez sur LinkedIn, comme ça vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez aux équipes de nos trois invités. Et nous, sur Zoom Invest, on se retrouve dans un mois pile. Prenez soin de vous d'ici là et peut-être qu'on sera en terrasse. Merci Stéphane.